il y avait un groupe à l'université, Temple University à Philadelphie, qui faisait pratiquement la même chose. Alors, pour vous calibrer un petit peu, enfin, peut-être pas sans entrer dans la technique, trop la technique, mais je faisais du travail sur ce qu'on appelle des systèmes superconducteurs et des systèmes magnétiques, donc c'est des solides où on étudie la coexistence du magnétisme et de la supraconductivité. Et donc il y a peut-être 200 personnes à l'époque, il y avait 200 personnes dans le monde qui faisaient ce genre de travail, donc c'est des communautés qui sont très pointues et très petites. Donc de trouver un groupe à Philadelphie qui faisait quelque chose d'assez similaire, c'était quand même assez... le hasard est assez intéressant. Et ce qui fait qu'ils m'ont dit, bon, ben, si vous voulez venir pour être graduate student, pourquoi ne pas venir au mois de juillet? Comme ça, vous pouvez passer 2 mois dans le labo et commencer un petit peu les classes au mois de septembre à la rentrée et continuer à travailler dans le labo. Et c'est comme ça que je suis à... Donc, je me rappelle encore très bien, c'était le 11 juillet 1979. Est-ce que tu te souviens de l'impression générale qui était la tienne lorsque tu es arrivé à Temple University ou quand tu regardais les études que faisaient tes pairs aux États-Unis? Vous étiez sur un pied d'égalité, tu avais des impressions particulières sur ce qu'ils faisaient, oui, sur leur équipement, le degré d'avancement, etc. Oui. Alors, c'était vraiment, il y avait un contraste énorme. Okay? Donc, l'université d'Orsay, c'est quand même un laboratoire assez bien, c'est quand même une université qui est vraiment de très haut niveau. Mais au niveau des équipements, au niveau du matériel, toutes les universités que j'ai visitées aux États-Unis, c'était vraiment éblouissant. L'argent qu'il y avait et la quantité de matériel, d'équipement, les gens avaient leur propre labo, il y avait beaucoup de ressources qui étaient vraiment très difficiles de comparer en France. Et vraiment, c'était donc, c'était comme, comment dirais-je, c'était pour arriver au paradis pour un physicien, c'était arriver au paradis, trouver un endroit où il y avait beaucoup d'équipement, il y avait beaucoup de support, de pouvoir faire des manips sans avoir à passer beaucoup de temps d'essayer de trouver son propre matériel. Donc ça, c'était vraiment très impressionnant. Et bon, bien sûr, au cours des années, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de la richesse des États-Unis en tant que pays, mais en tant que... surtout au niveau des dépôts gradués. Donc c'est après, donc, au niveau du master ou PhD, la richesse et la profondeur de tous les laboratoires ou de tous les programmes était énorme. D'un autre côté, je trouvais que l'éducation undergraduate était vraiment assez faible en fait. Parce que j'étais un teaching assistant, j'étais un TA, et ensuite quand j'ai reçu mon doctorat, j'ai passé 1 an comme un associate professor. Et j'étais vraiment le concept que l'on pouvait abandonner une classe. Donc, quand j'étais en train d'enseigner, il y avait des étudiants qui venaient, bon, ben, je voudrais laisser tomber la classe. Je dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, laisser tomber la classe? Ah oui, ben, je ne pense pas que je vais avoir une bonne note, alors je vais laisser tomber la classe. Alors, il faut que vous signiez ce petit bout de papier disant que je peux laisser tomber la classe. Donc ce concept, pour moi, était vraiment étrange. Et c'était assez surprenant. Donc il y a vraiment des plus et des moins. Donc tu as fait un PhD, donc alors j'ai passé 5 ans. Alors je suis arrivé ici, je suis arrivé à Philadelphie et c'était vraiment très clair qu'après à peu près 1 an et demi, de travailler dans les labos. C'était vraiment aussi ce qui était vraiment très intéressant, c'est que les labos étaient vraiment, comment dirais-je, très multiculturels. Il y avait beaucoup de graduate students qui venaient du monde entier. Tandis qu'en France, c'était quand même vraiment très homogène. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et aussi, ce qui était très intéressant, c'était, comme je dis, donc, le niveau de l'accès de l'équipement, de l'accès aux outils. Et c'est vraiment très facile pour moi de faire la décision de rester 5 ans, ou de rester 2 ans, pour faire un doctorat au lieu de faire simplement une maîtrise. Donc je suis resté, et donc j'ai fait une thèse, donc j'ai fini ça en
enfin, le travail expérimental m'a pris à peu près 3 ans et demi, écrire la thèse m'a pris à peu près 1 an, et entre-temps, j'ai commencé à enseigner en même temps. Donc en fait, j'ai passé 5 ans entre 79 et 84 à Temple. Donc après que les vacances de Noël qui ont duré 5 ans, on t'a embauché chez TT, c'est ça? Oui, alors non, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai rencontré ma femme. Ah. Et ma femme est américaine, donc, et je voulais rester en plus. Hein. Donc vraiment, pour moi, c'était... j'enseignais à Temple, et il y avait un groupe, il y avait pas mal d'étudiants, pas mal de gradués du programme qui travaillaient à ATT. À l'époque, ATT Bell Labs, c'était vraiment le zénith de cette organisation, de cette compagnie. Il recrutait beaucoup de physiciens, bien sûr, beaucoup de personnel, mais il y avait beaucoup d'intérêt au niveau de la fabrication des puces au silicium. Donc, il y avait trois personnes qui avaient reçu leur diplôme avant moi, qui avaient été travailler là-bas. Donc, il y avait un petit peu cette filière, vers ATT Bell Labs. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit tiens, il y a des emplois qui s'ouvrent, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit c'est sûr. Alors, j'ai été interviewé, ils m'ont offert du travail pratiquement juste sur le spot. ATT à cette époque avait 467 000 employés. C'était 1984, hein, donc ça fait 25 ans. Donc c'était encore une compagnie qui était un monopoly, qui était, comment ça dit, regulated. Regulated, ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient un profit fixe, et tout l'argent qu'ils faisaient en plus, il fallait le dépenser. Donc, il y avait 460 000 employés. Bell Labs, qui était la recherche et le développement, il y avait 16 000 employés. Il y avait 6 000 PhDs dans pratiquement toutes les disciplines. Et bien sûr, avec le bénéfice du temps, quand je regarde cette organisation avec presque 10, 15, 20 ans, 25 ans de perspective, c'était vraiment, à mon avis, c'était une ressource mondiale. Pas simplement une ressource pour la compagnie, une ressource pour les États-Unis, mais une ressource au niveau du monde. De la même manière que les laboratoires comme Sarnoff, RCA Sarnoff ou IBM, Yorktown, ce sont des laboratoires qui n'existent plus en fait aujourd'hui. Enfin, bon, c'est un petit peu mon cri de cœur ici. Mais à l'époque, donc, d'arriver dans une université où je trouvais déjà que les ressources étaient quand même assez impressionnantes, à un laboratoire où on disait ok, voilà le problème et il faut que vous essayez de le résoudre. Il était beaucoup plus simple de créer une manip et d'acheter du matériel nouveau plutôt que d'essayer de récupérer ce que d'autres gens avaient fait et de réutiliser leur matériel. Il y a une image qui est vraiment très visuelle, très impressionnante. Si vous vous rappelez d'un film qui s'appelle, je vais le dire en anglais parce que The Raiders of the Lost Ark, à la fin du film, il y a cette caverne, ce hangar où le gouvernement a toutes ces boîtes, ces caisses qui sont empilées jusqu'à perte de vue. Bon, à côté, c'était comme ça. Il y avait des dépôts d'équipements où il y avait une quantité énorme de matériel. Et il était quand même beaucoup plus simple. Ce qui comptait, c'était d'arriver au résultat. L'argent n'était vraiment pas un problème. Donc c'était un autre niveau de paradis en fait. Donc quand je suis arrivé comme un étudiant, je me suis dit bon ben c'est vraiment je vais rester un étudiant ici pour le reste de ma vie, quoi. Après 5 ans je me suis dit bon on va faire quelque chose d'autre. J'arrive à Bell Labs et je me suis dit bon c'est éblouissant en fait. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à faire ce que je considère quelque chose d'un peu plus productif au niveau d'un produit. Non pas que les études à l'université ne sont pas positives, mais il y avait beaucoup plus d'emphase sur des problèmes réels. Donc en fait, ce qu'on faisait, on faisait la manufacture des composants au silicium pour tous les produits que ATT à l'époque mettait en service, que c'était des satellites ou bien des electronic switches.
Ça nous amène en 1989, quand tu rejoins Novellus, qui à l'époque avait 90 employés et une quarantaine de millions de revenus annuels. Alors donc